Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux, et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Baptiste Andrieux. Bonjour Jean-Philippe. Et bienvenue sur Oser. Alors Baptiste, aujourd'hui j'aimerais discuter avec toi de ressources naturelles. C'est le deuxième épisode d'une série qui s'est lancée la semaine dernière avec un collègue à toi qui est Louis Delannoy autour des ressources fossiles. Aujourd'hui j'aimerais principalement qu'on parle des ressources minérales et de la situation des ressources minérales sur notre planète. Mais alors, pour commencer, et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter, nous dire ce que tu fais aujourd'hui, nous raconter ton parcours? Ouais, et tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast, c'est un vrai plaisir. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Baptiste, j'ai 24 ans, j'ai fait une école d'ingénieur spécialisée en sciences des matériaux, où j'avais travaillé en recherche un petit peu lors d'un stage sur de la modélisation des interactions entre matières premières, énergie et économie d'une manière générale. Suite à quoi, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une association qui s'appelle le Shift Project et qui milite pour mettre la transition énergétique à l'ordre du jour de l'agenda français et européen, à la fois du point de vue des décideurs politiques et des décideurs économiques. Donc là-dessus, j'avais travaillé sur la partie, sur tout un volet industrie et lien entre matières premières et industrie, et dans ce qu'on a appelé le plan de transformation de l'économie française, qui est un exercice qu'on a lancé pendant le premier confinement et qui continue jusqu'à aujourd'hui, et dont l'objectif est de proposer sur tous les secteurs de l'économie une série de propositions qui soient plus ou moins clés en main pour faire un programme politique pour 2022. Voilà, donc il y a un bouquin qui va sortir bientôt et qui résumera tout ça. Donc suite à ce stage, j'ai continué à travailler avec le Shift et on a ensuite lancé un projet de thèse, donc une thèse CIFRE, entre le Shift Project et l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble, qui est un laboratoire de géologie et dans lequel on est une petite équipe à travailler sur ce modèle qui traite des liens entre énergie, matières premières, changement climatique et économie. Et donc on est aussi en lien avec le laboratoire de Louis Delannoy, STIP, et un certain nombre d'autres laboratoires, notamment un laboratoire d'économie à Georgetown, qui est piloté par Gaël Giraud, et nous de notre côté c'est Olivier Vidal, le chercheur en question qui gère cette équipe. Génial, on a une bonne idée du coup de ce que tu fais et de ce qui t'a amené là. Est-ce que tu peux peut-être rentrer un peu plus dans le détail du sujet de ta recherche et principalement de la question des ressources minérales? En fait, peut-être définir déjà ce que c'est que des ressources minérales et en quoi toi tu te focalises un petit peu sur ce sujet d'étude en particulier. Oui, bien sûr. Donc les ressources minérales, c'est tout ce qu'on va trouver dans le sol qui n'est pas organique, qui n'est pas de l'eau. Donc en fait, on va parler de tous les métaux, des granulats, du sable, de la pierre, etc. Et donc en fait, le cœur du sujet, c'est de dire que de la même façon qu'on sait très bien que sans énergie dans la société on fait rien, et bien sans matières premières on peut rien faire non plus. Et qu'il y a un lien très étroit entre matières premières et énergie, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, qui est que à chaque fois qu'on utilise des matières premières
on a besoin d'énergie pour les transformer, depuis la mine jusqu'au produit fini. Et à l'inverse, à chaque fois qu'on utilise de l'énergie, on a besoin de matières premières pour produire cette énergie. Donc, par exemple, dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, dans les centrales nucléaires. Et donc, vu qu'on veut s'attaquer au système énergétique lors de la transition énergétique, il y a un lien très étroit qui est étudié entre ces deux dynamiques-là. Et pour l'étudier, on part du principe qu'il faut des modèles parce que ce sont des choses qui évoluent grandement au cours du temps et en fonction des régions et des dynamiques de développement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on divise le monde en une dizaine de régions et on essaye, donc ça c'est l'approche plutôt géologue qu'on essaye de faire là au laboratoire de ISTER, qui est de reconstituer les données historiques de 1900 à aujourd'hui. Et donc ce qu'on entend par données historiques, ça va être l'ensemble des infrastructures qui ont été produites dans ces différentes régions au cours de leur développement lors du dernier siècle. Donc on va reproduire les infrastructures de transport, donc le nombre de voitures, le nombre de routes, les infrastructures de production énergétique, le nombre de mines de charbon, de centrales à charbon, de pipelines, tout ce qu'on peut penser, et puis l'infrastructure de transport, et après l'idée c'est d'aller plus loin jusqu'aux cellules industrielles. Et pour chacune de ces infrastructures, on lui impute une quantité de matières premières pour la produire. Donc on va dire par exemple, une voiture, elle fait 1,5 tonne et c'est 75% d'acier. D'accord. Et on lui impute une durée de vie, ce qui fait que, donc qui va être par exemple de 15 ans, et donc on sait qu'au bout de 15 ans, cette voiture arrive en fin de vie, et on a plusieurs options, soit on la recycle, soit on la met dans une décharge, soit on la réutilise dans une autre région. Et l'idée c'est qu'avec ça, on va avoir une vision de tous les flux de matières premières qui définissent notre économie de 1900 à aujourd'hui, et à partir de là, on peut faire des scénarios prospectifs. Donc on va jusqu'en 2050 et on dit bon alors qu'est-ce qui se passe si par exemple si toutes les régions du monde se développent comme les États-Unis se sont développés, parce qu'en fait les États-Unis vu qu'ils sont arrivés à une certaine saturation de leur infrastructure, en fait ce que j'entends par saturation c'est qu'au début quand un pays est très pauvre, il y a 0 voiture par habitant, puis ça augmente avec une sorte de courbe en S, ça augmente très fort d'un coup, autour de mettons 15 000 $ par habitant et par an. Et au bout d'un moment, ça atteint une saturation. Ça atteint une saturation parce que on peut pas tous conduire 2 voitures à la fois, on peut pas téléphoner avec 3 téléphones à la fois, et on peut avoir un ordi perso et un ordi pour le boulot, mais on va pas avoir 5 ordinateurs chacun. D'accord. Et cette saturation, elle est dépendante du nombre d'habitants, j'imagine ? Exactement. C'est par habitant et en fonction du PIB. Ok. Enfin, c'est en fonction du PIB par habitant, en fait. Ok. Voilà. Et donc ça nous permet de faire des scénarios tendanciels en gros, c'est une sorte de business as usual, sauf que c'est pas juste on trace des lignes droites, c'est on le fait par région. Et ce qui fait que quand on fait la somme des régions avec ces courbes en S, qu'on appelle des courbes logistiques, on n'atteint pas juste une prolongation droite de la consommation énergétique et de matières premières, mais on obtient un empilement de courbes, un peu comme les courbes Covid, là où on voit les différentes vagues, si on regarde le nombre de cas, et ben en fait, nous, on va avoir des vagues de développement des différentes régions. Et donc à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui a bien plus de sens et qui nous permet d'avoir une base pour faire une analyse critique des autres scénarios de transition existants. Et ça sert à quoi ? Ça sert à définir, si vous le rapprochez d'informations qu'on a par rapport au stock existant par région pour savoir quel est en gros, comment les flux ont évolué par rapport au stock existant, ou c'est par rapport en fait au fait que les flux produisent un certain nombre de déchets et que ces déchets finalement viennent saturer, j'allais dire, la capacité d'absorption d'un système par région. Qu'est-ce que vous en faites de cette info ? Alors il y a bien ces deux composantes sur les risques et sur les déchets, mais la première et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est que c'est pas fait dans les scénarios. Et donc ce qui se passe, c'est que la façon dont sont construits les scénarios actuellement, c'est qu'on va prendre par exemple un scénario de l'UEA, ils vont dire, donc l'Agence internationale de l'énergie, en 2050, on veut émettre tant de gaz à effet de serre. Donc en fait, on veut atteindre la neutralité carbone, par exemple. Donc l'équilibre entre ce qui est émis et ce qui est absorbé dans l'atmosphère. Et donc ils disent, alors pour ça, on va consommer tant d'énergie. Et là, ils font une répartition, ils vont dire, alors on va mettre tant d'énergie dans le transport, tant d'énergie dans le bâtiment, tant d'énergie dans l'industrie. Et ce qui se passe très souvent, c'est qu'ils imputent très peu d'énergie à l'industrie parce qu'ils disent, on va décarboner, on va faire de l'efficacité énergétique. Or, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une unité de PIB dans un secteur, on va utiliser des matières premières.
et que pour ces matières premières, il y a des limites thermodynamiques d'énergie par kilogramme de matière première qu'on ne pourra pas franchir. On ne pourra pas aller en dessous de ces limites-là. Et donc, le fait d'avoir cette analyse d'un point de vue matière première des scénarios, ça nous permet de dire, en fait, tel scénario où vous dites, on va diviser par 10 la quantité d'énergie consommée dans l'industrie, c'est juste pas possible. Ou alors ça se fera au détriment du PIB, ce qui est pas forcément grave, mais vous le dites pas dans le scénario. D'accord. Donc il y a ça, et après pour répondre un peu plus aux 2 points que tu avais évoqués. Alors juste avant, excuse-moi, je t'interromps. Bien sûr, juste avant de parler du coup stock et déchets, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette manière que vous avez déjà de redéfinir pourquoi peut-être il y a des limites thermodynamiques en fait, en dessous desquelles on ne peut pas être par rapport à cette production, parce que du coup tout le monde n'est pas ingénieur ni chercheur et et on peut avoir des incompréhensions à ce niveau-là. Et comment est-ce que rentrer peut-être un peu plus dans le détail de cet aspect. Ouais. Alors, on va prendre un exemple pour ça, qui va être l'exemple du cuivre. Au cours du 19e siècle, on a eu une consommation exponentielle de cuivre. Et il y a un certain nombre de gens qui ont dit « on va pas avoir assez de cuivre au 20e siècle pour répondre à nos besoins ». Et donc à ce stade-là, il faut différencier 2 choses, pour faire simple, les réserves et les ressources. Donc les ressources, c'est l'ensemble des matières premières qu'il y a dans le sol, et les réserves, c'est ce qu'on est capable techniquement, politiquement, économiquement, d'extraire à un moment donné. Et donc en fait, ce qui s'est passé au cours du 19e siècle, du 20e siècle, c'est qu'il y a en effet une consommation exponentielle de cuivre, mais en parallèle, les réserves ont aussi augmenté de façon exponentielle. Et c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a consommé des quantités astronomiques de cuivre, et on arrive à un point où on n'a jamais eu autant de réserves qu'aujourd'hui. Donc là, on peut se dire, du coup, peut-être que c'est pas un problème. Et en fait, déjà, la raison derrière tout ça, c'est que on a eu un très important progrès technologique. Ce qui a fait qu'on a pu aller chercher des minerais toujours moins concentrés. Or, moins un minerai est concentré, plus il y en a dans la croûte terrestre. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, au début, si on cherche de l'or, on va avoir des énormes pépites et il y en aura très peu. Et plus on va aller chercher des petites pépites, plus il y en aura. Et plus ça sera compliqué. Et donc, historiquement, le progrès technologique a permis de compenser la perte en qualité des gisements. Jusqu'au point où on est aujourd'hui. Et en fait, nous, là, à l'Institut des sciences de la Terre, on essaye de mettre ça en équation. Et ce qu'on montre, c'est que, en particulier pour le cuivre et pour un certain nombre de petits métaux, à partir en gros d'aujourd'hui, le progrès technologique ne va plus permettre de compenser la perte de qualité des gisements. Et donc ce que ça veut dire, c'est que il va falloir, à partir de maintenant, de plus en plus d'énergie pour aller chercher des matières premières. Et qui dit plus d'énergie, dit aussi un coût plus élevé. Donc voilà, sur cette dynamique réserve-ressources, et donc c'est aussi quelque chose qu'il faut calculer en prenant en compte tout un tas d'indicateurs. D'accord, ok. Et alors, on a parlé avec Louis la semaine dernière de taux de retour énergétique. J'imagine que c'est assez proche finalement ce dont tu parles. Oui, c'est assez proche. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend les taux de retour énergétique, on peut se dire qu'on va avoir une courbe en cloche. Donc au début, on a un très mauvais taux de retour énergétique parce qu'il y a des super ressources, mais on ne sait pas les exploiter. Au fur et à mesure qu'on progresse technologiquement, on va atteindre un pic où il y aura encore des bonnes ressources et on va être super au top d'un point de vue technologie, donc on va pouvoir extraire plein de pétrole pour une unité de pétrole. Et puis après, on va atteindre une saturation du niveau technologique parce qu'on aura atteint les meilleures technologies. Et puis après, du coup, le taux de retour énergétique va forcément décroître proportionnellement à la perte de qualité des gisements.
Ok. Et si j'en reviens aux limites thermodynamiques, parce que je me rends compte que c'était ça la question à l'origine, sur les métaux, en fait, pour avoir cette idée du progrès, il faut imaginer que la limite thermodynamique est... Donc la limite thermodynamique, ça va être l'énergie qu'il faut apporter à la matière première, vraiment pour séparer le métal de la roche à l'origine. Donc d'abord le minerai de la roche, puis le métal du minerai. Ok. Et donc après, si on n'est pas efficace, si on n'a pas les bonnes techniques, on va utiliser beaucoup plus d'énergie que ça. Et donc ce qui a fait qu'en fait, au début, cette énergie, cette limite thermodynamique était très faible, et nous, on utilisait énormément d'énergie. Mhm. Puis après, on a utilisé de moins en moins d'énergie parce qu'on devenait meilleur. Mais ce qu'on n'a pas vu en parallèle, c'est que la limite thermodynamique augmentait parce que la concentration des minerais diminuait. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le futur, cette limite thermodynamique va continuer d'augmenter. D'accord. Et nous, même si on progresse, on n'arrivera jamais en dessous. Donc, si on a la technologie idéale, on sera scotché sur cette limite thermodynamique et l'énergie par kilogramme de cuivre extrait va continuer d'augmenter. D'accord, c'est un peu comme si au départ l'eau donc bout à 100 degrés et qu'au fur et à mesure que le temps passe, en fait, elle commence à bouillir à 110, 120, 130, 140, etc. C'est exactement ça. Ouais, Ok. voilà. Hyper clair, merci. Du coup, je te laisse reprendre peut-être sur la question des stocks et des déchets. Oui. Alors sur les stocks, l'avantage c'est que si on a une vision précise, enfin aussi précise que possible, des stocks de matières premières dans l'infrastructure et de leur durée de vie et de où sont produites ces matières premières, on peut avoir des flux qui nous disent bon bah alors on a telle région qui produit telle matière première, donc le flux va dans telle région, et puis après on a un flux d'infrastructures en fin de vie et il faut en faire quelque chose. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'on peut faire à terme des analyses de risque et de dire bon bah qu'est-ce qui se passe si pour une raison géopolitique ou géologique on coupe un flux. Et donc là ça va faire pour faire ça il faut définir un risque et une probabilité. Donc le risque il va se quantifier en euros, donc on va dire bon bah qu'est-ce qui se passe si on coupe ce flux, ça va faire combien d'euros de dégâts. Et donc Pardon, excuse-moi, est-ce que tu as peut-être des exemples de matières, par exemple, enfin de métaux ou de matières premières, en fait, dont l'Union européenne, la France ou d'autres pays, en fait, sont dépendants par rapport à certaines régions en particulier, pour illustrer peut-être un peu ça? Oui, bah en fait, la France produit à peu près rien en matière première, sauf des granulats et des minéraux non métalliques. Donc après, en fait, il y a un super rapport de la Commission européenne sur les approvisionnements en matières critiques D'accord. que chacun peut consulter, qui montre en fait des cartes pour chaque pays de l'Union européenne, d'où viennent les matières premières qu'ils consomment. Et donc en fait, on va voir par exemple le lithium au Chili, le cobalt en RDC, etc., etc. Et donc ça, en fait, ils peuvent faire des analyses très précises à l'instant T. Le problème, c'est que nous, c'est des technologies qui évoluent super rapidement. Donc pour tous ces petits métaux qui sont dont l'approvisionnement présente un risque. Et c'est pas vraiment ce qu'on peut faire, ce qu'on fait pour l'instant dans notre modèle, parce qu'on étudie des tendances un peu plus long terme. Et pour donner un exemple, par exemple, les batteries des véhicules électriques, elles utilisent des batteries lithium-ion dont la cathode est faite en nickel, manganèse, cobalt. Et le cobalt est le plus critique de ces trois matières premières. Et la quantité de cobalt dans ces cathodes a été divisée par 3 en l'espace de 10 ans, et maintenant on peut en faire sans cobalt. Et donc ça veut dire que si on avait fait il y a 10 ans un modèle en disant bon bah voilà en 2050 ce qu'on prédit comme besoin en cobalt pour les batteries, on se serait complètement planté parce qu'on n'aurait pas pris en compte le progrès technologique. D'accord. Et ça, du coup, comment est-ce que vous essayez de le prendre en compte, ce progrès technologique? J'imagine que c'est hyper dur de se dire dans 5 ans, potentiellement, on n'aura plus besoin de X métaux dans telle infrastructure. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a un certain nombre de matières premières dont on sait qu'elles ne sont pas substituables. D'accord.
Et c'est le cas des matériaux structurels et ceux qu'on étudie le plus dans le modèle. Donc ça va être l'acier, donc le fer, l'aluminium, le cuivre et le ciment, donc les composants du ciment. Donc c'est Et sable principalement, je crois, non? voilà, c'est du calcaire qui est après décomposé en chaux et CO2. C'est pour ça D'accord. que ça émet du CO2 d'ailleurs. Et puis après, on rajoute un certain nombre de composants et à la fin du sable pour faire du béton Ok. et des granulats. Et en fait, on peut pas les substituer tout simplement parce que il n'y a pas de d'éléments en proportion suffisante dans la croûte terrestre qui ait les mêmes qualités. En fait, si on regarde les éléments dans la croûte terrestre, il y a 8 éléments qui représentent quasiment 90% de la croûte terrestre. Et parmi lesquels le fer et l'aluminium. Et donc en fait, on extrait tellement de fer. Par exemple, le fer, l'acier, on en consomme 2 milliards de tonnes par an. Et donc il n'y a pas d'autres matériaux dont on pourrait en extraire autant dans le sol. Donc ça fait que on sait qu'en 2050, on aura toujours besoin de fer, d'aluminium, de cuivre. Le cuivre, par exemple, parce qu'il y a aucune autre matière première qui présente les mêmes qualités de conductivité thermique, électrique, qui se corrode pas, etc. Donc ça, on sait. Et après, sur les plus petits métaux, donc les métaux qui sont critiques, bah là, on utilise les prédictions qu'on lit dans les papiers scientifiques, qui donnent des visions sur les technologies à venir dans les 10 prochaines années. Donc on se base là-dessus pour toutes les technologies, par exemple panneaux solaires, éoliennes, batteries. D'accord. Mais le problème, c'est que après, en 2040, on ne sait pas ce qu'il y aura. Donc on a tendance à s'arrêter sur ces plus petits métaux avant, d'un point de vue temporel de la modélisation, ou alors de donner des résultats jusqu'en 2050, mais en disant à prendre avec beaucoup de pincettes. Et juste, on tire la sonnette d'alarme, on dit si on change pas, c'est critique, mais on est conscient que ça peut évoluer rapidement. Sachant que je me permets de poser une question là aussi, j'imagine qu'il y a une question d'ordre de grandeur, à savoir en fait sur ces petits métaux dont tu parles qui sont potentiellement substituables ou vers lesquels il peut y avoir des évolutions au niveau technologique qui peuvent changer les choses pour certaines technologies, on va dire en particulier. Tu parlais des panneaux solaires, peut-être des batteries et autres, mais pour tout un tas de métaux, le fer, le cuivre, l'aluminium, dont il y a un besoin qui est, j'allais dire, gigantesque et pour des infrastructures type bâtiments et autres, ça c'est quelque chose qui n'est pas substituable et dans des échelles qui ne sont pas les mêmes. Oui, pour ça, je peux donner un exemple là si j'ai le temps sur la Chine. Un truc que j'ai découvert hier là. Donc en fait, moi en ce moment dans le modèle, je m'occupe de la partie transport qu'on est en train de peaufiner. Et en particulier, j'étais en train de régionaliser la quantité de rails, donc d'infrastructures de rails, dans les différentes régions. Et je tombe sur un article sur la Chine qui donne les longueurs de trains à grande vitesse, de lignes de train à grande vitesse en Chine. Et ce qui est incroyable, c'est que ces lignes à grande vitesse sont construites à 50% sur des ponts et à 20% dans des tunnels, et que 30% le reste du temps sur le sol normal. Et en 10 ans, il y a 32 000 kilomètres de voies ferrées rapides qui ont été construites en Chine, ce qui correspond à 5 milliards de tonnes de matières premières pour les construire. Et donc, et en fait, ça c'est un truc, le rail là, qu'on a rajouté sur le modèle à la fin, parce qu'on s'est dit, ce serait bien d'ajouter ce petit niveau de détail. Mais les quantités sont tellement astronomiques que ça ne vient pas du détail. Et si on ramène à des choses qu'on connaît, là, s'ils ont construit 30 000 km en 10 ans, ça correspond à 10 km par an. 10 km, c'est le diamètre Paris en nord-sud. Et ça fait que tous les jours, ils construisent une voie ferrée double à moitié dans un tunnel, à moitié sur un pont, de 10 km de long. Et ça fait des quantités complètement astronomiques de matières premières. Et là, on parle bien sûr d'acier, de ciment, de sable, de granulat. Ok, mais c'est hyper clair. Je lisais
un papier aussi qui parlait de la consommation de sable de la Chine. Et je crois que c'était quelque chose de dingue sur, par exemple, les 10 dernières années, ils ont consommé plus de sable que tous les États-Unis au cours du XXe siècle ou quelque chose comme ça. Exactement, ouais. C'est, Bah, c'est simple, sur l'acier, là, à eux tout seuls, ils consomment 50% de la consommation d'acier dans le monde, ce qui fait... donc ils consomment 1 milliard de tonnes d'acier tous les ans. ouais, ça paraît complètement surréaliste. Et alors, bah, justement, ça me permet de faire une transition. Cette consommation de ressources naturelles, enfin de ressources minérales que toi tu étudies, qu'est-ce que ça pose comme risque, comme problème, comme limite? En quoi en fait l'intégrer dans votre modèle va nous servir à quoi ça va nous servir en fait? Alors, bon, d'une part, sur les risques, on peut parler bien sûr des impacts. Donc, par exemple, sur l'eau, produire des métaux, ça demande une quantité astronomique d'eau, et ce qui fait des conflits liés à l'eau, notamment par exemple en Amérique du Sud ou au Maroc. Parce qu'en fait, donc il se trouve qu'en plus ces métaux, on va les chercher dans des pays en développement, qui sont des pays de l'hémisphère sud, qui ont des ressources en eau plus rares qu'ailleurs. Et donc il y a des conflits d'usage, et les populations n'ont pas forcément accès à l'eau dont elles auraient besoin. Et cette eau devient polluée, etc. Bon, il y a plein d'exemples qu'on peut trouver sur Et ça, Internet. c'est dès aujourd'hui, en fait. C'est pas un risque qui, à Ah bien, venir ouais, dans 5, 10, 15 ans. C'est maintenant, là. complètement, c'est dès aujourd'hui. On peut aussi penser, on parlait des déchets tout à l'heure, aux énormes décharges à ciel ouvert on envoie tous nos déchets en Afrique, et puis après, il y a des enfants, des adultes qui vont se retrouver pieds nus dans ces décharges et à être complètement détruits par tous les matériaux toxiques qu'il y a dedans. Donc en fait, la matérialité de notre économie, elle se traduit aujourd'hui en dégâts environnementaux et humains. Et alors on peut améliorer les technologies, mieux traiter nos déchets, etc. Mais il ne faut pas se voiler la face, ça ne va faire que s'empirer d'un point de vue des quantités, pas forcément des dégâts humains, mais c'est quand même un énorme risque. Et puis après, il y a aussi l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire que on parle quand même de faire des trous dans plein d'endroits du monde, dont nous, là par exemple, en France, on ne veut pas de ces trous dans notre jardin, on n'extrait plus de matières premières. Alors c'est en partie parce qu'on n'a pas des ressources d'assez bonne qualité, mais c'est aussi parce qu'on ne veut pas le faire. Et on va le faire à l'étranger. Et donc se pose aussi la question de pendant combien de temps les pays qui produisent des matières premières actuellement vont vouloir le faire. Il y a déjà des pays qui posent des moratoires sur l'extraction de matières premières. Et là, j'avais un autre exemple sur les quantités de matières premières et la taille des trous auxquels ça correspond. À la COP 26, là, l'Inde a pris l'engagement de construire 500 gigawatts de renouvelables d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2070. Bon, c'est loin, mais l'Inde a tout plein de bonnes excuses pour ça, qui sont réellement de bonnes excuses, c'est-à-dire que là, actuellement, ils émettent très peu, ils sont plutôt très pauvres, etc. Et en fait, pour atteindre cette neutralité carbone, il y a un think tank indien qui a dit il faudrait 7500 gigawatts de renouvelables. Donc, pour donner un ordre d'idée, on dit en ordre de grandeur qu'une tranche de nucléaire, c'est 1 gigawatt. Donc là, ce serait 7500, mais en renouvelable. Sachant que on sait bien que les panneaux solaires et les éoliennes sont des sources d'énergie diluées, c'est-à-dire qu'il en faut bien plus pour produire la même quantité qu'avec du thermique. Et pour ça, on peut regarder la quantité de matière première à laquelle ça correspond. Et en fait, pour le cuivre, si on ramène à la quantité de minerais qu'il faut extraire, donc en prenant en compte la dilution du cuivre, il faudrait creuser sur toute la surface de la Terre une épaisseur de 1 mètre, sur toute la surface de la France, sur toute la surface de la France, une couche d'une épaisseur de 1 mètre, juste pour produire le cuivre qui va aller dans les panneaux solaires et les éoliennes de l'infrastructure chinoise en 2070. Indienne. C'était indienne et c'était juste du renouvelable. Ouais, non, mais c'est hallucinant, ouais. Ok, ouais.
Et sur l'acier, c'est quasiment pareil. Alors, selon les technos qu'on choisit entre photovoltaïque et éolien offshore, ça va être entre une couche de 20 cm sur toute la France jusqu'à une couche de 1 mètre pour l'éolien offshore. Mais ça montre que c'est quand même, à chaque fois qu'on parle de ça, c'est des trous. Alors après, on pourra faire du recyclage, mais actuellement... Et alors, tu vois, tu retrouves ces chiffres dans beaucoup de bouquins, je trouve, qui te font à chaque fois halluciner, que ce soit les travaux de Philippe Biwix, même les bouquins de Guillaume Pitron, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ça ne fait jamais bouger les gens, en fait. Il y a quand même une incompréhension. On se dit, ouais, alors c'est vrai, en fait, il faut extraire de la matière, mais on ne se rend pas compte de qu'est-ce que ça représente, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en termes de dégradation, soit des sols, de l'environnement et de pollution, en fait. Parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de l'eau, du problème de l'eau actuellement. Alors, on s'en est un peu rendu compte pour ceux qui voulaient commander un ordinateur parce qu'à Taïwan, il y avait des problèmes d'eau avec les puces, si je dis pas de bêtises, cette année. Mais c'est quelque chose qui est assez impalpable. Comment est-ce qu'on peut essayer de rendre ça un peu plus palpable, justement, pour bien comprendre que la situation est... Parce que face à ça, j'ai envie de dire, je pourrais dire oui, mais très bien, mais on va trouver un peu de projets, de progrès technologiques, de nouvelles technos qui vont faire que ça va être plus simple, et puis après on va recycler, on va retraiter, et tout ira bien, en fait. Ouais. Bon, ce que propose Pitron par rapport à ça, c'est de réouvrir des mines en En France. France, oui, c'est pour ça quand tu parlais du fait que on n'en avait pas en France, ça m'a fait penser à lui, ouais. Ce qui est, je pense, plutôt une bonne idée dans le sens, ça peut, comment dire, créer un débat dans l'espace public sur cette délocalisation de nos impacts, parce que si on s'en rend pas compte, c'est tout simplement parce qu'on le voit pas. Mhm. Euh, dans tous les villages qui souffrent de ces pollutions dues à l'extraction des matières premières, eux, ils en sont très conscients, alors que c'est pas eux qui sont responsables de cette empreinte matière gigantesque. Ni Là, bénéficiaire d'ailleurs. ni bénéficiaire, ouais. C'est l'ensemble des ressources extraites par an là sur Terre, c'est 70 milliards de tonnes. Donc si on prend une moyenne par habitant, c'est 10 tonnes par habitant et par an, sachant qu'il y en a qui vont en consommer beaucoup plus et d'autres beaucoup moins selon la richesse. Et donc là-dessus, malheureusement, j'ai pas de pas de solution miracle forcément, parce que bon, il y a des documentaires qui existent, les données sont là, mais juste, on refuse de le voir. Et c'est peut-être qu'une des pistes serait de se dire que, comment dire, que tout ça est systémique et que donc si on veut traiter les problèmes environnementaux d'une manière générale, c'est-à-dire pas juste le CO2, mais aussi les impacts donc sur l'environnement de ces matières premières-là, mais tous les impacts autour de la biodiversité d'une manière générale, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter de transformer la Terre aussi rapidement et donc d'extraire autant de matières premières, de consommer autant d'énergie, de polluer autant, etc. Et de voir que tout ça est fait système, quoi. Et alors, une manière de le voir, c'est un peu ce que tu as abordé, c'est-à-dire il y a des choix qui doivent être opérés entre certaines ressources qui sont vitales, comme l'eau, à savoir est-ce qu'on va la consommer pour vivre, se nourrir, boire, ou est-ce que en fait on va l'utiliser pour produire des jeans, en quelques mots, ce qui est un peu le cas du Bangladesh, hein, quand même, pour le coup. Mais encore une fois, en fait, je voudrais revenir, peut-être reformuler un petit peu ma question. Je te demande bien sûr pas des solutions, parce que, et même, tu vois, quand tu écoutes des gens comme Arthur Keller, ils disent, mais en fait, il n'y a pas de solution. Donc, c'est déjà se poser la question de la solution n'est pas forcément la bonne manière d'appréhender la question. Mais plus, en fait, comment sortir de la croyance que, en fait, ce n'est pas réellement un problème et que on pourra s'en sortir au niveau technologique ou avec de la croissance verte ou du recyclage ou de l'économie circulaire. C'est un petit peu ça, en fait, ma question, c'est comment est-ce que, en fait, on explique que ça ne tient pas debout, soit en termes de système, soit en termes d'ordre de grandeur, mais que en fait, ça ne marche pas. Ouais, ma vision pour ça, c'est qu'il faut, à mon avis, avoir une approche qu'on appelle prudentielle. Et c'est ce qu'on essaye d'avoir au Shift. Et pour ça, je peux donner un exemple de ce qu'ont fait d'autres personnes. Un groupe de chercheurs de Cambridge qui ont fait un think tank qui s'appelle UK Fires et qui ont fait un rapport qui s'appelle Absolute Zero
et qui font justement cet exercice de faire un scénario prudentiel. Donc ce qu'on entend par prudentiel, c'est de dire, oui, il y a du progrès technologique historiquement, mettons 1% par an. C'est-à-dire que pour un usage, on utilise 1% d'énergie en moins tous les ans. On va dire, ok, on va faire l'hypothèse que jusqu'en 2050, on garde ce 1% par an, parce qu'on va pas arrêter de faire de la R&D, parce qu'on va pas arrêter de faire tout plein de choses. Mais par contre, on va pas passer à 5% par an, comme vont nous dire certaines personnes qui vont dire oui, mais on va avoir des innovations de rupture. Et là, on voit directement que tout ce qu'on fait n'est pas soutenable. C'est-à-dire que ces consommations de matières premières sont pas soutenables, cette consommation d'énergie n'est pas soutenable. Et alors, il faut faire des arbitrages. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout le progrès technologique possible, il n'y a plus qu'en bout de chaîne à produire moins. Et ils prennent l'exemple de l'avion. Et eux, ce qu'ils disent, c'est si le Royaume-Uni veut atteindre la neutralité carbone en 2050, ils n'ont pas d'autre choix que en 2030 fermer tous les aéroports sauf 3, je crois, et en 2040 avoir plus un seul avion qui vole au Royaume-Uni. Alors c'est un scénario extrêmement radical, mais radical peut-être dans le bon sens du terme. Et ce qu'ils disent là-dessus, c'est de dire, et après si en 2050 on a en effet des avions décarbonés comme on essaie de nous les vendre aujourd'hui, et bah tant mieux, ça veut dire qu'on pourra revoler. Mais dans le doute, partons du principe qu'on va pas pouvoir voler. Et c'est ce qu'on fait aussi au Shift, où en fait on dit, bon, bah là l'objectif, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'on fait en 2050, c'est de se dire, on veut réduire nos émissions de 5% par an, et donc qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine pour réduire nos émissions de 5%, et l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après. Et en fait là-dessus, eh ben, on voit que le progrès technologique nous sauve pas, et donc on est obligé de faire des arbitrages au quotidien pour réduire ces impacts. Et si jamais un jour on a des innovations de rupture, eh ben, alors peut-être tant mieux, il faudra faire moins de sobriété. Mais dans le doute, faisons de la sobriété. D'accord, ouais, c'est hyper intéressant. Et ces 1% de progrès technologique, de croissance de progrès technologique, ça vient d'où? C'est l'historique qu'on a sur le dernier siècle ou... Ouais, c'est l'historique. Nous, c'est ce qu'on modélise pour. Donc en fait, tu vois, on a des infrastructures et des données historiques de consommation d'énergie pour ces différentes infrastructures. Et pour faire coller les données historiques entre elles, on voit qu'il faut faire évoluer les consommations d'énergie par usage. Et qu'en fait, ce qui marche bien, c'est 1%. Mais on peut aussi le voir sur les matières premières, où on voit que là, on se ramène à des unités physiques, donc on va être en mégajoules par kilo d'une matière première, et on voit que chaque année, il faut 1% d'énergie en moins. Ok. Alors j'en viens à la question plus économique que je voulais voir avec toi, qui est plus, ok, et maintenant du coup en fait pour la partie entreprise ou économie de manière générale en France, qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ce qu'on s'est dit là sur les matières premières? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut changer dans la manière dont on produit? Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'une entreprise? Tu vois, par exemple, si moi aujourd'hui, je fais n'importe quoi, mais je fabrique des vélos ou je fabrique des parfums, qu'est-ce que ça veut dire en fait par rapport à ma manière de produire? Quels sont les risques et sur quelle matière en fait il faut que je m'alerte et en quoi ça change mon modèle de production, mon modèle économique? Au-delà même, en fait, j'allais dire des émissions, hein, plus vraiment, j'allais dire, du côté ressources, stock, flux de matières premières. Oui, alors donc je pense qu'il y a plusieurs volets à ça. Bon, il y a d'une part pour comprendre les matières premières qu'on utilise, de la même façon qu'il y a le bilan carbone qui existe et dont toutes les entreprises, que toutes les grosses entreprises doivent faire, ils devraient faire mieux d'ailleurs. On peut aussi faire des analyses de flux de matière. Ok. Et ce serait super que toutes les entreprises le fassent pour justement pour voir visuellement les quantités de matières premières qu'elles utilisent. Comment on fait ça, ces analyses de flux de matière? Eh bien, on peut les faire par exemple avec les mêmes outils qui permettent de faire des empreintes carbone à l'échelle d'un pays. C'est des tableaux entrée-sortie. Donc en fait, c'est-à-dire que chaque pays tient une comptabilité interne. Ils vont dire, bon bah moi j'ai tant d'industries qui achètent tant d'euros à telles autres industries. Et après, si on a tous les pays qui font ça et toutes les régions du monde, on peut retracer pour 1 euro de demande finale
l'ensemble de la production dans tous les pays qui ont permis cet euro de demande finale. Ok. Et si on a des facteurs d'émission en gaz à effet de serre par euro de production intermédiaire pour chaque pays, on peut remonter à des gaz à effet de serre par euro de demande finale. Et de la même manière, si on a des matières premières par euro de production intermédiaire, on peut remonter à de la demande finale. Donc ça, c'est une manière de voir. Ou après, on peut compter. Et donc ça, c'est du travail qui est plus fastidieux. Et on le fait plutôt au niveau des unités technologiques que d'une entreprise. Et on peut le faire, par exemple, pour une voiture. Donc D'accord. on va regarder tout ce qu'il y a dans une voiture. Et puis prendre aussi en compte l'amont. C'est-à-dire, si on a du métal, il a fallu du minerai, et puis il y a eu des pertes, et puis tout ça. Ok. Donc c'est un travail qui est potentiellement assez laborieux, mais qui peut être facilité par certains outils ou certaines analyses qui existent déjà. Et après, un autre point que je voulais aborder, c'est sur cette vulnérabilité des entreprises. En fait, si on est dans un scénario d'arbitrage radical, une entreprise qui fait des SUV, quand bien même il serait électrique aujourd'hui, c'est pas soutenable. Et donc, il faut que cette entreprise arrête de faire des SUV. Et Donc, en pourquoi fait, Et alors, est-ce que tu peux dire justement, je pense que c'est un super exemple, pourquoi est-ce que c'est pas soutenable? pourquoi c'est pas soutenable? Parce que on est dans une période où il faut faire un maximum de sobriété énergétique. Parce que on va pas déployer assez vite une infrastructure d'électricité renouvelable. Alors en France, c'est un petit peu particulier avec le renouvelable, avec le nucléaire, mais d'une manière globale. Donc il faut utiliser un minimum d'énergie, et là on va produire des tanks qui font 2 tonnes et qui consomment des quantités astronomiques d'énergie pour déplacer un humain au sein d'une ville alors qu'il pourrait le faire à vélo. Et donc la solution la plus simple pour régler ce problème-là, c'est d'arrêter d'en produire. Et si on est sur les arbitrages, par exemple sur l'acier, on va dire, alors l'acier, il est utilisé à 50% dans la construction, à 30% dans le transport, et le reste dans le reste de l'industrie. Et on se dit, on va diviser par 5 la quantité d'acier dans l'économie. Mhm. On va se poser la question, alors, est-ce qu'on arrête de la construction? Est-ce qu'on arrête de faire des hôpitaux? Est-ce qu'on arrête de faire des services, des bâtiments résidentiels? Et les transports, est-ce qu'on arrête de faire des trains, des métros ou des SUV? Là, s'il faut enlever un truc, le plus simple, c'est d'enlever les SUV. Okay. Alors c'est simple pour moi de l'extérieur qui travaille pas dans ces entreprises-là. Ouais. Voilà. Mais donc il y a une véritable reconversion à faire de ces entreprises-là. En fait, c'est une question si je comprends bien, c'est en fait il y a un arbitrage à faire à partir du moment où on s'impose des limites par rapport à un nombre de matières premières qu'on peut extraire, importer, utiliser, par rapport à des objectifs de neutralité carbone ou d'impact sur la biodiversité ou autre en fait, mais qui sont des objectifs politiques qu'on se fixe. Exactement, exactement. C'est aux politiques de faire un choix éclairé sur des limites physiques à se fixer pour répondre à un certain objectif long terme, et donc des limites physiques court terme. Et après, c'est un choix de société à faire entre comment on répond à cet objectif. Et sur l'avion, par exemple, il y avait une étude de BL Evolution qui était sortie là il y a 1 an ou 2 ans. Donc BL Evolution, qui est un cabinet de conseil en stratégie climat, et qui disait pour l'avion, une trajectoire cohérente avec l'accord de Paris, en France, on pourrait prendre l'avion en ordre de grandeur. Je crois que c'était 2 vols transatlantiques pendant enfance et études, ou un truc comme ça. Et puis après, ils avaient mis un système de loterie, etc. C'était juste un exercice de pensée pour montrer que l'avion, on va pas pouvoir le prendre indéfiniment, mais c'est quand même un outil important d'échange culturel, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de l'avion qu'on a le droit de prendre? Ok. Et ça, juste pour revenir un petit peu là-dessus, parce que donc, on parle d'auto-limitation par rapport à des objectifs climatiques notamment, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des limitations tout simplement physiques sur ces histoires de matière? Ou est-ce que ça, en fait, pas vraiment? Oui, c'est très intéressant, parce que on entend souvent cette histoire de matières premières, dans le sens il n'y en aura pas assez. Donc là, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a d'une part que on peut ne pas en avoir assez à court terme. C'est-à-dire, si là on a
une demande exponentielle de lithium parce que tous les constructeurs automobiles de la planète veulent tous faire exclusivement des batteries électriques, enfin des véhicules électriques en 2022, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Mais là, c'est une question qui est physique, mais qui est de capacité industrielle, qui n'est pas géologique. Et après, d'un point de vue plus physique, ce qui se passe, c'est une question de limitation en énergie. Parce que on sait qu'on va pouvoir aller chercher toutes les matières premières qu'on veut. La question, c'est juste à quel prix énergétique. D'accord. Et donc là, si par ailleurs, on s'est fixé un quota énergétique dans cette idée d'arbitrage qu'on disait avant, bah, peut-être qu'on va se dire, bah, en fait, là, notre budget énergétique ne nous permet pas d'extraire les matières premières qu'on veut. Après, on peut aussi avoir une question de prix de l'énergie. Parce que si c'est trop cher, peut-être qu'on ne va pas le voir d'un point de vue de la société. Ou si on a une contraction de l'approvisionnement énergétique, en gros un choc pétrolier, bah juste on n'aura pas forcément l'énergie nécessaire pour extraire ces matières premières. Et là encore, on va être limité de ce point de vue-là. Bah, on en parlait justement, c'est pour ça que je fais le parallèle avec la discussion qu'on a eue avec Louis la semaine dernière, de dire d'ici en gros 10-15 ans, c'est ce que l'AIE et aujourd'hui les grandes firmes pétrolières annoncent comme étant le pic conventionnel plus non conventionnel. Ça risque de poser aussi un certain nombre de problèmes au niveau de l'extraction de matière. Ah oui, complètement. Surtout que là, bon, bah, actuellement, c'est un mix fossile qui permet d'extraire ces matières premières-là. Alors après, il y a par exemple, l'aluminium, il y en a pas mal comment dire, l'aluminium, il faut de l'électricité et il y a pas mal d'usines qui sont à côté de sources hydrauliques, mais globalement, les engins de chantier et toutes les machines à la suite sont thermiques. Et donc ça, c'est clair que la limite énergétique est très présente, ouais. Et puis après, il y a la limite d'acceptabilité sociale. On a rapidement évoqué, mais s'il y a des moratoires dans certains pays, bon, bah, en fait, on va avoir des limites qui ne seront pas physiques, mais qui seront politiques à cette extraction de matières premières. Et on a vu ce que ça a donné quand certains pays, au 19e siècle, justement, ont fait des moratoires sur certaines ressources. Je pense notamment à la Chine ou au Japon. Ouais. Ouais. Ça ne s'est pas très très bien passé au final. Est-ce que tu peux, pour finir, peut-être nous en dire deux mots sur le modèle, ce que vous allez en faire, comment est-ce qu'il va être utilisé, où est-ce que ça en est aujourd'hui, un petit peu de qu'est-ce que vous voyez? Oui, alors il y a très peu de modèles qui font la même chose que ce qu'on fait actuellement dans le monde. En fait, il n'y en a pas qui soient aussi précis sur les matières premières avec l'aspect géologique derrière. Et là, en ce moment, il y a toute une belle dynamique qui est lancée entre différents laboratoires. Donc, je parlais rapidement du laboratoire de Louis Delannoy, la STIP, qui travaille sur les risques systémiques. Le laboratoire de Georgetown sur point de vue économie. Et en fait, on va essayer de coupler les différents modèles. Donc coupler le modèle matière première aussi avec un modèle agriculture de Globe Agri. Donc matière première, agriculture, aspect pétrole et risques systémiques avec l'équipe de STIP. Et puis économie pour pouvoir rentrer du PIB là-dedans. Et sachant que le module économie, qui est le modèle GEM, a aussi été couplé avec un modèle climatique qui s'appelle Isle of Clim. Et donc ce qui fait que tout ça, en fait, l'objectif à partir de maintenant est d'essayer de mettre des boucles de rétroaction entre tous ces modèles-là pour essayer d'avoir un modèle systémique multirégional qui tienne la route d'ici quelques mois, années. Et tout ça, donc il y avait cette dynamique de recherche qui existait déjà entre laboratoires, et c'est catalysé par une initiative que je pense vous évoquerez peut-être dans un épisode suivant du podcast là. Donc j'ai pas donné trop de détails, mais qui est en fait des consultants qui veulent faire un gros modèle qui soit utile aux entreprises. Et donc ce serait notre modèle couplé avec les différentes équipes, et puis qui soit rendu exploitable par le grand public et les entreprises pour faire des choix stratégiques. Ok, c'est hyper clair. Merci beaucoup Baptiste. Je ne sais pas si
tu veux ajouter quelque chose ou passer un message avant qu'on termine? Eh ben merci beaucoup à toi. Pour le message, moi, il y a quelque chose qui me vient, c'est que là, en fait, quand on fait de la recherche, on se rend compte là qu'il y a beaucoup d'articles qui sont publiés sur ces questions de matières premières, d'énergie, etc. Enfin, il y en a à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et là, hier, je rédigeais quelque chose et j'étais en train d'écrire la partie sur les recommandations à venir d'un point de vue recherche. On me dit, bon, ben, on a bien étudié ça, mais il faudrait aussi étudier ça. Et je me suis arrêté, je me suis dit, mais en fait, c'est absurde. On a déjà toutes les informations. On n'a pas besoin de connaître comment dire, la longueur précise de rail en Chine en 2032 pour savoir qu'en fait, il y a un vrai problème de matières premières et d'énergie et de changement climatique. Et donc, je crois qu'il faut juste, par une initiative comme celle que tu as, et puis qu'ont plein d'autres personnes, essayer de convaincre le plus grand nombre que c'est urgent d'agir et que c'est pas juste le progrès technologique qui va nous sortir de là, mais c'est vraiment un changement de paradigme pour essayer d'avoir un monde plus, plus désirable avec beaucoup moins d'impacts environnementaux. Merci beaucoup, Baptiste, et bon courage pour la suite de tes travaux, hein. Merci beaucoup à toi, et puis bonne suite de podcast.